Alors, notre premier intervenant est Alain Deneau, directeur du programme au Collège international de philosophie et auteur, entre autres, des ouvrages De quoi totale est-elle la somme et Le totalitarisme pervers. Monsieur Deneau n'ayant pas pu être présent avec nous ce soir, il a pris le temps de nous enregistrer sa présentation, que je vais maintenant vous diffuser. Dans son enregistrement, Monsieur Deneau va nous présenter comment les multinationales comme pouvoir politique privé, Total y compris, sont devenues des autorités souveraines capables de rivaliser avec des États et de générer un nouveau rapport à la loi. Les multinationales aujourd'hui, telles que Total, mais aussi Monsanto, mais aussi Microsoft, mais aussi toutes celles qu'on connaît, sont en mesure, au fond, de s'imposer politiquement sur un mode souverain, c'est-à-dire en façonnant le monde, en contribuant à le façonner, même si ce n'est pas sur une forme absolue. Il reste qu'il y a là des acteurs suffisamment puissants pour qu'on les reconnaisse comme souverains, au sens où leurs décisions, leurs délibérations provoquent dans l'histoire une définition du monde qui nous est collectivement contraignante. Bon, ce sont donc des décideurs. Et s'il est indispensable et impératif d'étudier ces pouvoirs privés-là, que sont les multinationales dans le domaine de l'industrie et dans le secteur financier, c'est parce que leur rapport au droit et à l'exercice du pouvoir est spécifique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas emprunter les catégories d'analyse auxquelles nous recourons d'ordinaire pour penser le pouvoir public, les États, les institutions internationales, et les transposer comme tels sur ces souverainetés privées que constituent les multinationales. Les multinationales ont un rapport spécifique au droit et au pouvoir. La multinationale sait se jouer de la loi. Pourquoi? Une des raisons, c'est qu'elle est, comme son nom l'indique, multinationale. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas comme un particulier dans une législation spécifique et en étant soumise à elle. Elle existe à la manière du personnage de Passe-Muraille de Marcel Aimé, là, de tous les côtés des frontières. Et elle peut donc jouer des régimes de loi et mener des opérations dans les cadres législatifs qui la favorisent. Donc elle est toujours à même de disposer au fond d'une offre législative à la carte et de plaider ensuite la légalité. De dire, voilà, moi, je respecte la loi en toutes circonstances, je respecte scrupuleusement le droit fiscal des Bermudes, je respecte scrupuleusement les lois sur les droits de la personne en Arabie Saoudite ou au Myanmar. Je respecte les règles en matière d'anticorruption au Congo-Brazzaville. Je respecte les normes environnementales de l'entité de l'Alberta dans l'Ouest canadien. Cela revient à la multinationale de bénéficier soit d'un dégagement de la loi lorsque l'État est complice, par exemple dans le cas du Congo-Brazzaville ou de la Libye, en ce qui concerne Total, de profiter de vides juridiques, en ce qui concerne par exemple le travail forcé au Myanmar quant à la loi française, de détourner le sens des termes en matière juridique, par exemple dans le cadre du rôle qu'ont eu les composantes historiques de Total dans la fixation des prix de l'essence à la pompe pendant des décennies en France, ce qui a été révélé par une commission parlementaire dans les années 1970, de se dissocier du rôle de ses filiales quand il s'agit d'attaquer la maison mère, de compter sur la passivité du parquet lorsque l'exécutif politique est de mèche avec la multinationale en France, de signer des ententes hors cours qui, du coup, sous le sceau de la confidentialité, ne permettent pas d'établir la responsabilité judiciaire des acteurs dans le cas d'affaires qui tournent mal, corruption notamment, de recourir à des modalités dilatoires pour tellement repousser les échéances de procès qu'elles finissent par être reléguées au calembre grec, ou au pire, de subir des sanctions marginales qui ne nuisent jamais au fonctionnement de la firme, par exemple, quant au cas irakien. Donc, au fond, on peut dire qu'une multinationale se joue du droit, c'est-à-dire qu'elle sait, au fond, s'en servir ou s'en échapper ou être hors de portée du droit.
Et donc, quand les représentants d'une multinationale disent hein, qu'ils ont le droit hein, de faire cela, il faut l'entendre au sens fort, ils ont le droit, ils disposent du droit, mais sur un mode non étatique. Hein. Il ne s'agit pas de juridiction qui établissent les lois, mais presque, hein, quand on considère à quel point par le phénomène des portes tournantes, par exemple, ou par la pression monumentale des exercices de lobbying qu'on est capable de financer, on arrive parfois carrément à rédiger la loi. Bon, donc il y a quelque chose là à penser hein, sur le plan formel de l'impunité. L'impunité est en quelque sorte lié à un rapport à la loi qui relève pour les multinationales d'un capital. Hein. Le capital n'étant pas, comme on le sait, seulement des actifs financiers, mais étant tout ce qui permet à la firme de croître. Ben, veut dire avoir, au fond, cette capacité à se jouer du droit représente un capital que n'a pas, par exemple, le commun des particuliers. L'exercice du pouvoir politique, lui, se fait aussi sur un mode spécifique. Donc, le pouvoir souverain de la multinationale est souvent un pouvoir d'abord diplomatique, hein, qui, au fond, s'interpose entre les États, et un pouvoir financier et industriel qui est en mesure de faire chanter les États. Vous imaginez bien que lorsque le président de la République française rencontre le PDG de la multinationale Total, à la faveur de qui penche le rapport de force. Rappelez-vous, par exemple, au moment du décès de Christophe de Margerie, déjà de cela quelques années, au milieu de la décennie 2010, plusieurs diplomates ont candidement admis que le PDG de Total avait beaucoup plus de pouvoir que le Quai d'Orsay. Donc, on venait le temps de faire valoir, disait-on, la voix de la France à l'échelle mondiale. Donc, on a là un pouvoir qui se targue lui-même de la bouche, cette fois, de l'actuel PDG Patrick Pouyanné, de ne pas faire de politique, mais il dit le PDG Total, si nous ne faisons pas de politique, nous faisons de la géopolitique. Bon, et c'est très intéressant, ça. Qu'est-ce que recèle cette expression-là dans l'esprit de l'intéressé? Il s'agit de participer avec d'autres multinationales hein, dans des rapports de force qui sont établis, hein, notamment à Bruxelles, mais ailleurs aussi, à Washington, d'établir le cadre général qui contraint les États à agir d'une façon certaine. Et c'est ce qui fait dire au même PDG qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat politique. Il n'y a plus de politique. C'est fini le temps où, comme il le dit pudiquement, on délibérait entre libéraux et moins libéraux, parce que dans son optique, on ne peut qu'être libéral, ça c'est l'extrême centre. Mais, dit-il, aujourd'hui, on est nécessairement libéral, c'est-à-dire qu'on agit nécessairement dans le cadre du capitalisme mondialisé qu'ont instauré et imposé à la longue les multinationales avec le concours d'États complices. Non? Et ce cadre-là, aujourd'hui, on le régit, on y évolue, et on est capable, à partir de lui, de contraindre les États. Alors, il nous faut savoir dans tel ou tel État, quel acteur public porte la couronne. Bien sûr qu'on va favoriser l'élection de ceux qui pensent directement comme nous, mais au fond, ce qui nous intéresse, c'est de créer un cadre mondial dans lequel des chefs d'État continuellement pourront ou devront dire, bon, là-dessus, je n'ai pas le choix. Et un signe comme quoi, finalement, nous n'avons toujours pas tout à fait pris la mesure de ce que représente le pouvoir des multinationales sur le plan du droit ainsi que sur le plan de l'exercice du pouvoir. C'est lorsque, à l'occasion de la COP26, qui a été, c'était prévisible, un échec misérable, il a été question du rôle intense des lobbies du pétrole. Bon, on dit, voilà, les lobbies des énergies fossiles, notamment, a pesé beaucoup pour que finalement les objectifs soient faibles, soient toujours adjectivés d'une manière équivoque pour qu'on puisse, comme ça, en droit, s'insérer dans le doute, hein, dans l'imprécision. Bon. L'utilisation du mot lobby ne me semble pas adéquat dans le sens où les lobbies visent
à influencer le pouvoir, ils visent à peser sur lui, ils visent à interagir avec lui. Et il est vrai que les multinationales financent effectivement des lobbies, là, il n'y a pas lieu d'y revenir. Mais en plus, au-delà, par-delà cette qualification, les pouvoirs privés que constituent les souverainetés multinationales sont à part entière des acteurs dans ces cercles-là et agissent à l'instar des pouvoirs publics comme des décideurs, c'est-à-dire qu'ils ont voix au chapitre. Ils peuvent, par des décisions qui concernent les questions, les modalités financières ou industrielles, affecter suffisamment la vie des États et de leurs peuples et des sociétés pour peser de tout leur poids dans les délibérations. Donc, ce ne sont pas seulement des lobbies qui viennent en quelque sorte discuter, faire valoir des intérêts ou je ne sais quoi. Ce sont à part entière des interlocuteurs. Et on est invité aujourd'hui, lorsqu'on prend la mesure de leur pouvoir, à penser au fond, le concept de souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir de décider, de délibérer et d'en décider de l'évolution des sociétés, de penser la souveraineté sur un mode réfracté. Sur un mode réfracté au sens où la souveraineté est d'emblée aujourd'hui donnée en partage entre, d'une part, des pouvoirs publics qui ne sont pas absolument autonomes, des pouvoirs privés, témoignent le phénomène des portes tournantes, et des pouvoirs privés qui, eux, conduisent leur destinée sans contre-pouvoir, sur un mode autonome par rapport à j'aurais presque envie de dire des prérogatives, et aussi des modalités qui sont les leurs. Donc, aujourd'hui, on est donc face à ce phénomène-là. On est amené à penser selon deux régimes. Donc, un premier régime qui est pragmatique, qui est militant et qui est absolument nécessaire, qui consiste à tenter de marquer des avancées quant à ce que cette pieuvre formidable que la multinationale représente, de tenter de la limiter, de la contrôler, de la contraindre à divulguer des informations, de l'encadrer le plus possible, d'en faire un sujet de droit consolidé plutôt que de l'avoir morceau par morceau comme des entités indépendantes les unes des autres dans différents États. Donc, il y a toute une avancée à faire sur un plan pratique et politique. Donc, il ne s'agit surtout pas de négliger cette part-là des choses qui est très exigeante, qui est ingrate, surtout pour les militantes et militants qui, au quotidien, y travaillent. Mais d'autre part, on ne doit pas, sur un plan critique, perdre de vue que le problème de la multinationale, c'est la multinationale. Elle est elle-même le problème. Il s'agit pas, le problème, c'est pas de savoir comment l'encadrer, comment mieux, tout ce que j'ai énuméré dans un premier temps, à quoi il faut s'atteler. Mais dans un deuxième temps, force est d'admettre, sur un plan critique cette fois, et moins pragmatique, mais au moins sur le plan des objectifs ultimes, de dire qu'au fond, la solution quant au problème de la multinationale, c'est leur dissolution. C'est d'en venir à bout et de se dire que, pour tout démocrate, il est inacceptable que autant de pouvoir, celui que les multinationales concentrent, autant de pouvoir soit entre les mains de si peu de gens, des oligarques, des grands actionnaires, sur des sujets, des enjeux qui sont aussi névralgiques que la pharmacologie, je veux dire l'agriculture, la culture, l'information et quoi encore. Donc, force aujourd'hui est de mesurer nos avancées à l'aune de cet objectif ambitieux, mais finalement le seul qui vaille, à savoir la dissolution des multinationales. Voilà, c'était notre première intervention de la part de M. Desnos, qui du coup n'avait pas pu être présent ce soir, mais qui avait tenu à quand même aborder le sujet avec vous.